Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode un peu spécial de Gizmo, autour des étudiants et des juniors que vous allez découvrir dans cet épisode. Il va y avoir 3 profils, 3 portraits qui vont vous être présentés. L'idée, c'est de leur donner la parole, et justement, pour qu'ils présentent leur vision du milieu, leur expérience à travers l'école, les différents stages, et que ce soit aussi un moyen d'expression pour eux, pour avoir aussi des retours et donner en fait à ce podcast beaucoup de variété et élargir cette mosaïque, que je m'efforce de vous transmettre à travers chacun des épisodes. Je ne vais pas vous teaser un peu le contenu et vous en dire beaucoup plus pour le moment. Je vais vous laisser découvrir le premier étudiant et j'espère que vous allez passer un très bon moment et un très bon épisode. À tout de suite. Coucou Mario, bienvenue sur Gizmo. Coucou, merci de m'avoir invité. Bah, de rien, merci à toi d'avoir accepté surtout l'invitation et de bien vouloir te prêter au jeu et à cet exercice qui est pas forcément très naturel pour tout le monde. On a un tout petit peu discuté en off, qui nous permet un tout petit peu d'en savoir sur toi, mais pour tous ceux qui nous écoutent, je veux bien que tu commences par, justement te présenter, expliquer, qui tu es, comment tu es arrivé à la 3D et comment c'est un petit peu commencé cette aventure de, toi et la 3D. Donc, oui, je m'appelle Mario Awad. Je suis un CG generalist du Liban. Et c'est vrai que on me pose toujours cette question. C'est une question qui se pose. Ton parcours, tu viens d'où? Et pour moi, c'est toujours une question vraiment chargée parce que je me demande est-ce que je raconte toute l'histoire, la moitié de l'histoire? Comment je peux vraiment... Parce que c'est vraiment un chemin tumultueux, plein de surprises et de twists and turns qui m'a amené, un, à la 3D et Mmh. deux, en France ici. Donc, en vrai, j'ai commencé ma fac en 2012 et c'était pour faire un ingénieur électromécanique. C'était pas du tout... il n'y avait pas de la 3D dedans. Euh, mais quand j'avais 15 ans, quand j'avais 12 ans même, j'avais téléchargé Blender. Et c'est un mot qui va être répété souvent, je pense, dans ce podcast. Et j'ai commencé à jouer avec cela et je me suis tombé amoureux. Donc, il y a toujours des trucs sur YouTube qui flottent sur un compte très ancien qui est maintenant banni de mes réseaux sociaux, où il y a des trucs où j'ai des petites expériences que j'ai fait, de la modé, de la 3D, des effets spéciaux. Mais au Liban, il y a 3 options, ou 4 options, comme je dis toujours, en sortant de l'école. Soit ingénieur, soit avocat, soit médecin, soit banni de la maison, désavoué. Je sais pas comment que ça se dit. Donc comme un bon enfant, j'ai commencé mon étude en ingénierie, mais j'ai remarqué au bout de 2 3 ans que j'aime pas trop ça. Ça a pris un peu de temps, mais bon. Puis j'ai transféré en ingénieur informatique. J'aimais ça, mais aussi c'était pas nécessairement le truc qui me... Je suis bon en ça, je suis confortable avec la technologie et tout, mais c'est pas ce que je me réveille chaque matin pour faire. Mmh mh. Après, j'ai terminé ma licence en littérature anglaise, qui Pas est mal. encore peut-être plus loin de tout ça. Là, j'adore, mais ce que j'adorais le plus dans tout ça, c'est les histoires, c'est raconter l'histoire. C'était pas nécessairement décortiquer un bouquin qui a 150 ans, mais c'était plutôt voir l'attachement humain constant de recevoir des histoires et de raconter des histoires. C'était ça qui m'a vraiment attaché à ce parcours. Et puis je suis allé en Irlande pour faire mon master aussi en littérature, blablabla. Tout au long de ça, il y avait 2 de mes amis très proches qui faisaient en fac audiovisuel. Audiovisuel au Liban, c'est ce qui est réalisation et tout ça. Et ils étaient plutôt axés sur les effets spéciaux et sur tout ça. Et je dis toujours que j'ai fait ma licence par proxy, à travers eux. Parce que j'ai participé à tout leur exercice d'étudiant. J'étais là sur tout leur tournage et j'étais la mascotte non officielle de leur école parce que j'étais partout, mais je ne suis pas officiellement inscrit à l'école. Mais bon, quand j'étais en Irlande, à un certain moment, je suis retourné au Liban
participer au film de diplôme de l'un de mes amis. Et c'était le tournage durait des 9 jours et j'ai participé aux effets spéciaux et tout cela. Et c'est là que j'ai remarqué que j'ai littéralement quitté le pays où je faisais mes études pour aller faire ça. Et c'est là que j'étais vraiment content. C'était vraiment une prise de conscience un peu. Je me suis senti idiot que ça m'a pris tellement de temps pour réaliser ça. Mmh. Mais tout ce qui était à part, ce qui était le hobby, c'est ce que j'attendais le plus de ma journée. Donc j'attendais que je terminais mes cours pour ouvrir Blender et travailler. Je suis allé à le tournage, j'ai kiffé tout cela. Donc je me suis dit, c'est bon, tu es majeur et vacciné maintenant, tu peux prendre tes décisions. Je suis retourné au Liban et j'ai monté un studio avec mes deux amis qui venaient de finir leurs études. Et le studio s'appelait Anvil Create. Je ne sais pas non plus. Mais ça s'est très bien passé, honnêtement. C'était un peu surprenant combien ça s'est bien passé parce que l'industrie de la 3D au Liban, c'est vraiment quelques acteurs éparpillés à gauche et à droite. Il n'y a pas vraiment on n'a pas atteint une masse critique pour que ce soit une entité. Il n'y a pas de syndicat. Il n'y a pas. C'est vraiment. Ah ouais, tu aimes la CG, ouais. De loin, tu vois. Mais ça s'est très bien passé. On avait pas mal de clients du monde arabe, du Golfe, etc. En même temps, le challenge à ce moment, c'était un peu de balancer tout ce qui est contrat ou jobs qui étaient pas nécessairement ce qu'on voulait faire parce que, again, moi Mmh. et l'équipe, nous sommes axés sur les trucs narratifs, sur les storytelling et tout ça, mais c'est pas nécessairement le truc où il y a le plus d'argent. Mmh Et mh. en tant que graphiste, mais aussi chef d'entreprise, il faut faire ses choix un peu. Donc, on travaillait avec des contrats de pub, de vidéos pour des universités en ligne et tout cela, des trucs corporate videos et tout cela. Et en même temps, on se permettait, on avait le temps de travailler sur des projets personnels et tout ça. Et ça a culminé après un an et demi d'opération. Ça a culminé, il y avait un festival au Liban qui s'appelle Beirut Animated. Et c'est une initiative de Fadi Baki et de Jouan Baz. Ce sont deux personnes, deux réalisateurs et graphistes au Liban qui sont vraiment incroyables, qui ont fait cette initiative pour un peu, de leurs propres deux mains, juste monter une industrie d'animation au Liban pour donner autour de ce festival, donner cette visibilité à tout le monde et de participer et tout cela. Donc j'ai fait une des bandes annonces du festival. Ils ont invité plusieurs artistes à faire cela. Et, euh, et puis, ils ont invité, c'est pas ils ont invité, mais c'est en partenariat avec l'ambassade française au Liban. Il y a la MIFA. Ils ont sélectionné 10 participants. Et je faisais partie des participants. Et ce qui était cool, c'est que le format, c'était un workshop Ouais. avec des intervenants venus de France. Il y avait Ivan Zuber, qui est un producteur très cool. Il y avait Géraldine Bachet qui était la responsable dans la MIFA et il y avait Sébastien Tavel, un scriptwriter qui a écrit Les Hirondelles de Kaboul. C'est un film animé très beau. Et c'était très cool. C'était vraiment ma première rencontre un peu avec les professionnels européens de ce domaine. Et ça a fait un déclic en moi parce que j'étais dans mon cocon, je faisais tout ce que je voulais faire, c'était cool. Et il y avait une montée palpable, mais comme c'était un peu l'anarchie, j'ai, il y avait toujours un peu un problème entre moi et moi-même, c'était un problème de légitimité. Parce que je n'ai pas comment dire, il n'y a pas une école qui a signé, lui, il a fait une licence, il sait faire ça. Et en même temps, je suis dans une industrie qui est un peu naissante, qui est en train de se former. Donc, j'avais toujours ce imposter syndrome. Est-ce que vraiment je fais ce qu'il faut ou est-ce que c'est juste parce que le terrain il est un peu plus libre, blablabla. Bla, 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 bla. Avoir rencontré ces gens, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, ok, il faut que j'ai envie de passer dans le marché européen pour me professionnaliser un peu dans un cadre déjà
qui a de l'expérience. Tout ça pour dire, toute cette montée, c'est pour mettre en évidence le grand frein, le grand choc qui est arrivé après. Parce que le Liban, il est toujours dans les nouvelles et c'est pas généralement pour de bonnes raisons. Donc, en parallèle avec cette montée, il y avait la situation au Liban qui était en chute libre. Donc, le 17 octobre 2019, il y a eu la révolution. J'y ai participé. C'était un moment un peu tout le monde était content comment dire, d'espoir. Mmh. Et là, je me suis dit, ah, c'est bien, je suis retourné au Liban, c'était le bon choix de monter mon truc ici, blablabla. Puis il y a eu des grosses répressions, tout l'espoir s'est dissipé, il y a eu une très très grande crise économique. Euh, la, la, la monnaie du Liban maintenant, elle est dévaluée à 20 fois, ou un Waouh. numéro vraiment qui est absurde. Et, euh, et puis la cerise sur le gâteau, c'était la grande explosion. Le 4 août qui a eu lieu, dont c'est, on enregistre ça, je ne sais pas si ça casse un peu la magie, mais on enregistre ça le 2 août. Ouais. Et c'est dans 2 jours le one year anniversary de ce truc. Donc là, c'était vraiment, on s'est dit que l'explosion, il y a eu des dommages dans ma maison, dans le studio. Ça nous a vraiment, c'était la claque de, OK, time to go. Et, euh, et oui, donc il y avait Artefix qui était une école que je me rappelle quand j'avais 18 ans et quand euh, je pensais que naïvement j'avais le choix de ce que je voulais faire à l'université. Artefix c'était une de mes options préférées. Je me rappelle, j'avais vu des courts-métrages, un court-métrage qui s'appelle Le Grand Moselle. Il est toujours stuck in my head et je me suis dit, ah, c'est là-bas que je voulais me spécialiser. Anyway, j'ai fait tout ce grand parcours. Et puis, 6 ans, 7 ans plus tard, je me suis dit, OK, bon, maintenant c'est le temps de postuler à Artefix. J'ai postulé et j'ai été admis à la nouvelle filière qu'ils viennent d'ouvrir à Paris, Artefix Academy, ça s'appelle, à Anguin-les-Bains. Et je suis là maintenant. Hem, ça suscite énormément de questions et puis surtout c'est tellement fou en fait d'être passé par toutes ces étapes, et pour le coup tu le dis assez bien quelque part, tu as pas mis toutes les étapes dans l'ordre et à un moment, bah, c'est ça, tu as été un petit peu en crise, tu avais besoin de légitimité, de te professionnaliser vraiment ou en tout cas d'être sûr que ce que tu savais, c'était assez solide, voire, le consolider, voire en savoir un peu plus. Rassure-moi, tu es pas rentré en première année à Artefix? Non, non, en quatrième année. OK. Ça, c'était un peu. Même il y avait l'option. J'avais peur que je sois admis en troisième année parce que Mmh. pour moi, mon showreel il était quand même assez garni. J'avais des prods, j'étais supervisor on set sur des grosses productions. Mmh Donc, mh. grosses pour la région. Mais c'est juste que oui, c'est bien qu'ils ont pris ça en compte et que j'ai pas dû recommencer de zéro. Et est-ce que tu es capable de détailler justement un peu plus ce que tu attendais en rentrant dans l'école? Au-delà de, peut-être être rassuré, mais est-ce que techniquement tu sentais que tu avais des lacunes et où tu voulais voir, certains points techniques? Hem Et aujourd'hui que tu y es et que tu l'as vécu, est-ce que tu as été rassuré sur ces points-là et qu'est-ce que ça t'a, pour le moment, apporté, concrètement? Est-ce que tu es content d'avoir fait ce choix-là au final, ou vas-y, je vais te laisser d'abord répondre. Ok, ok, ok. Euh, il y avait plusieurs points que j'attendais de l'école. Il y avait cet aspect de légitimité, comme tu disais, et c'était pas nécessairement au niveau technique, euh, dans le si je sais faire cette manip ou pas, etc. Parce que j'ai déjà bossé, je sais peut-être que j'ai une manière ésotérique de faire les choses parce que je suis autodidacte et tout, mais c'était surtout le end result. Est-ce que c'est pas la manière dont je le fais, c'est pas la technique, mais est-ce que je peux deliver au niveau des attentes qu'ils ont des autres élèves? Donc c'était en tant que légitimité professionnelle, c'était ça. Et en plus, c'était vis-à-vis des profs. Je sais à Anguin, c'est des profs qui viennent du milieu professionnel. Ce sont tous ils venaient du studio, ils intervenaient chez nous et puis ils retournaient au studio. Donc aussi, ça donne un peu. Donc, ce sont des personnes qui ont travaillé dans des grands studios européens, parisiens, français. Est-ce que dans leur regard, est-ce que j'ai I have what it got ou pas?
Donc c'est ça au niveau de légitimité. En même moment, j'avais envie il y avait un peu comme un challenge blenderien. Euh, Je sais que je trouve ça un peu dommage que les écoles en France et en général, ils sont quand même dominés par Autodesk et par une certaine perception du industry standard. Et pour moi, je ne suis pas nécessairement d'accord de cela pour plusieurs raisons. Je trouve que l'école, c'est quand même, c'est là où il faut expérimenter, c'est là où il faut essayer d'être à la pointe des techniques parce que dans une prod, nécessairement, on n'a pas nécessairement le luxe de Mmh tester mh. toutes ces pipes, alors que je trouve que c'est dans les écoles où on peut mettre un peu en avant tout cela et je trouve que c'est quand même, il y a une inflexibilité, honnêtement, au niveau des étudiants, plus qu'au niveau de l'administration, parce que les étudiants ont vu, oui, ce film, il a été fait, Maya, blablabla, je veux faire comme eux. Donc il y a un peu une volonté d'émulation de ce qu'ils ont vu dans les grands studios et il y a plus ce questionnement sur le pipe, sur le soft. Je ne parle pas seulement de Blender ou pas, mais Mmh juste mh, la mmh. pipe en général, parce que moi j'ai dû être un peu, comme nous étions un très petit studio, et je n'ai pas pu avoir 50 000 licences et faire le pipe très carré. Il y avait plein de trucs où j'ai dû monter ma propre solution de motion capture avec de la Vive ou je sais pas quoi. Et ça fonctionnait dans plusieurs cas. Et je pensais que ça allait être un peu comme ça dans la fac, alors que c'était plutôt, on voit ILM et on fait comme ILM, ou on fait comme on pense que ILM fait, alors que je sais que dans ILM, il y a des research and development, des départements immenses qui essayent tout et tout. Donc ça, c'était une déception pour moi. Juste pour parler un peu de mon attachement avec Blender, c'est une étape très importante de mon parcours qui m'a épaulé tout au long de cela et pour expliquer un peu mon obsession avec ce soft. Euh, Blender, c'est un soft 3D qui est open source et qui est free. Et le fait qu'il soit open source et qu'il est free, peut-être dans les grands studios et tout, c'est pas nécessairement une très grande question. Mais pour moi, quand il commençait à avoir, par exemple, la crise économique au Liban, les cartes de crédit ne fonctionnaient plus. Waouh. On pouvait plus regarder Netflix, on pouvait plus rien faire. Et tous les graphistes avec leurs subscriptions de cloud, de Autodesk, ils étaient vraiment dans la M. Donc c'était vraiment une anxiété de ouf Ouais. pour eux, pour les gens au Venezuela, en Argentine. Il y a quand même la CG, c'est pas seulement nécessairement dans le monde occidental. Mmh mh. Il y a, il y a tout un monde qui a envie de créer et dont la monnaie fluctue, où il y a des fois des sanctions, je ne sais pas quoi. Et la liberté qu'offre Blender de télécharger un fichier de 150 mégaoctets Mmh mh. et de pouvoir faire tout mon taf dedans, ça Waouh. pour moi, Mmh. c'est quand même un truc priceless et free aussi. Un autre truc, c'est un truc vraiment inespéré qui est arrivé avec moi. Quand l'explosion a eu lieu, elle a eu lieu le 4 août, c'était vraiment la dévastation dans le pays et tout, et j'ai reçu un appel de journalistes du Pays-Bas qui ont dit que oui, on fait des interviews avec des jeunes des jeunes professionnels qui veulent quitter le Liban. Est-ce que tu serais available pour l'interview? Je me suis dit oui, tout est cassé, j'ai rien à faire, donc bon. J'ai fait l'interview, ça s'est bien passé. Et tu sais, dans les interviews, il y a ce qu'on appelle le B-roll. Est-ce qu'il y a un problème? Non, vas-y, vas-y, Ok. c'est bon, pour l'instant, c'est bon. Il y a ce qu'on appelle le B-roll, ça veut dire il demande à la personne interviewée de travailler. Si c'est par exemple un menuisier, il le filme en train de travailler sur le OK. bois et puis il cote ça alors, sur sa voix qui parle. Donc après avoir fait l'interview, on a parlé de trucs moches et tout ça. Et ils m'ont dit, ok, ouvre ton PC et fais semblant de travailler. J'ai ouvert Blender, bien sûr. Et j'ai travaillé un peu sur un projet que j'avais avant. Anyway, 5 jours plus tard, je reçois un message sur Twitter de Bart Veldhuizen. Bart Veldhuizen, c'est une légende de Blender. C'est basically le numéro 2 dans le Blender Sphere. Et lui, il a le Blender Nation, qui est le site de news le plus visité de Blender, Waouh. qui a l'âge de Blender, qui a 15 ans, je pense, un truc du genre, qui me parle. Il m'a dit, je t'ai vu sur les news, j'ai vu que tu étais un Blender user et je te promets, la partie
où j'utilise Blender dans le reportage, je les time. C'est 0,8 secondes. Ça flash. Et je ne sais pas comment il a capté ça. Il a mis pause, il a vu mon nom, il a cherché partout, il m'a trouvé. Il m'a dit, j'ai vu que tu pars en France, il y a une communauté de Blenderheads qui est très grande en France. Je pourrais lancer un appel si tu veux chercher, trouver un logement ou tout. Il était vraiment très très gentil. Et moi, j'ai pris l'opportunité de lui dire que grand fan, Blender Nation, c'est ma homepage. Et je lui dis que aussi j'écrivais. Donc j'écrivais à Beyrouth. euh, une partie de Beirut Animated, c'était une NGO pour populariser et démocratiser l'animation dans le monde arabe. Et j'écrivais des articles pour cette plateforme. Donc je lui ai montré un peu mon travail et pour lui dire que ma dévotion pour Blender est vraie parce que regarde, j'écris des trucs du genre. J'ai des preuves. Oui, oui, oui. Et donc, ce qui était vraiment incroyable, c'est qu'il a vu ça et il me répond: ah, tu écris bien. Ça te dirait de bosser pour Blender Nation? Et là, ça m'a. Ouf, c'était un peu le choc. Donc, on a fait une période d'essai de 2 semaines. Et maintenant, je suis l'un des principaux éditeurs de Blender Nation. J'écris un article par jour. J'ai écrit à peu près 300 articles pour le moment. Et c'était vraiment incroyable parce que d'un côté, ça m'a donné une grande visibilité dans la communauté et une légitimité. Parce que je suis connu comme le Blender Guy. Il y a 5 millions d'utilisateurs par an sur le site, ou truc du genre. Et mes articles sont en top. Et en plus, comme c'est du taf payé en euros, ça m'a permis de venir en France. Parce que moi, je ne savais pas comment avoir un peu un flux d'argent qui n'est pas dans la monnaie inutilisable libanaise. Ouais. Donc ça m'a vraiment sauvé la vie, honnêtement. Je peux dire ça parce que même en débarquant en France, c'était très difficile. Il y avait tout ce survivor's guilt à cause de ce qui est passé au Liban, ceux qui n'ont pas pu partir. Et cette régularité de travail que j'avais chaque jour, ok, un article, un article, un article, ça m'a permis de ne pas complètement perdre la boule. Donc, ça c'est juste pour dire un peu, pour montrer un peu une des raisons de la dévotion que j'ai pour ce soft. Donc, pour revenir au sujet de l'école, donc, oui, c'est vrai que je pensais que ça allait être un peu plus un laboratoire d'expérience Mm, mm. et pour pousser au fond et découvrir les nouvelles retranchées de la CG, mais ce n'était pas nécessairement le cas. Again, j'ai ressenti ça des étudiants plus que l'administration. En plusieurs étapes, elle était contente de tester et de potentiellement tenter tout cela. Et au final, avec toi, ta culture qui est justement très open source de Blender et donc là, cette école qui te forme plutôt à des pipes un peu plus traditionnelles ou qui veulent un peu copier des grands studios, tu as un peu le grand écart des deux visions qui s'opposent, mais pour lequel maintenant tu as une connaissance un peu plus poussée. Ouais. Euh, Comment tu envisages la suite en sortant justement de l'école? Pour toi, ça va être une vraie sélection de studios, c'est-à-dire de seulement bosser pour des studios qui, appréhendent Blender et qui font du 100 open source? Ou au contraire, maintenant tu as peut-être envie, de surfer entre les 2 mondes et tu es du coup beaucoup plus ouvert à peut-être trouver une solution un peu plus hybride, heu et peut-être un peu moins contraint sur le côté free, qui, bah, si en réalité il a un vrai plus comme cette communauté, peut être intégrée, mais en réalité la sélection va plus forcément se faire sur le prix, Ouais. comment tu vois la suite? Attends, c'est une très bonne question. Je pense que ça, c'est un des aspects où j'ai maturé, je sais pas en français, où j'ai grandi le plus. C'est un peu être exposé, un peu être mis dans le bain de feu de cette pipe ultra rigide. Et, euh, et honnêtement, je pense, et un modèle hybride, moi je suis toujours d'accord pour un modèle, le, le, ma nouvelle vision des choses, c'est je suis d'accord pour le modèle qui makes sense, mais pas nécessairement le plus traditionnel. Si je débarque dans un projet et par exemple, je sais que le temps réel, il y a un moteur de rendu temps réel dans Blender qui est 100 fois plus rapide que Arnold et on fait du toon, pour moi, ça va être difficile de rester sur la pipe ancienne juste parce que c'est comme ça qu'on fait les choses. Mais mettre en place des pipes hybrides avec Houdini, avec Maya, avec tout, ça j'adore. Honnêtement, je pense que c'est un peu ma vocation maintenant.
C'est intégrer des pipes hybrides, pas nécessairement en fonction du free ou pas, Mmh mh. mais en fonction des nécessités. Et le open source, il a quand même pas mal d'avantages. Maintenant, je fais un stage dans un studio parisien qui s'appelle Autour du Minuit. Ouais. Et ils ont une équipe vraiment incroyable, vraiment, vraiment incroyable. C'est un studio full Blender. Et ils ont une équipe incroyable. Mon superviseur s'appelle Christophe Seux. C'était le technical supervisor de J'ai perdu mon corps avec Jérémy Clapin. Il a travaillé sur le Automated ACS. C'est le premier épisode de Love, Death and Robots, la saison Mmh mh. 2, qui est aussi full Blender. Et ce que j'ai adoré à son approche à développer une pipe, c'est que comme Blender est open source, il est vachement accessible et manipulable et il est très malléable, c'est ça le mot. Et il y a quand même aussi une grande communauté qui contribue tout le temps. Donc il y a vraiment un peu, pour construire ces pipes hybrides, ça a vraiment une certaine liberté de voir une personne qui a développé un truc en Espagne parce que c'est open source, ça rentre dans la pipe et tout. Et oui, il y a Christophe Seuil, il y a Samuel Bernou, c'est des gens vraiment incroyables qui m'ont montré un peu la polyvalence d'un pipe qui n'est pas nécessairement full open source, mais où le open source joue quand même le rôle de cette colle qui fait où on peut faire tout marcher ensemble. Et, en ce qui concerne ma recherche dans les studios, euh, je sais qu'il y a pas mal de studios en France qui ont commencé à intégrer Blender dans leur pipe. Je sais qu'il y a Cube, il y a Xilam, il y a Ubisoft, il y a pas mal de départements qui utilisent ça. Et je serais intéressé pour travailler pour eux, mais aussi pour travailler dans des boîtes qui ont envie de migrer ou intégrer cela. Donc c'est pas nécessairement du fanaticisme idéologique, mais juste que j'ai vu cette flexibilité, je l'ai vécu au niveau personnel dans ma boîte, dans une boîte plus grande autour de minuit, et j'ai vu un peu, ça, c'est ce qui m'excite un peu, ce qui est nouveau, il a un cycle de développement très rapide, toute la communauté qui participe et tout. Ça m'intéresse beaucoup plus qu'une rigidité un peu intransigeante où on attend Autodesk une fois par an, Ouais, ouais. voilà la nouvelle feature. Or là, c'est justement des nouveautés que c'est vraiment la communauté qui va les monter et donc tu vas avoir des nouveautés qui ont un sens et qui ont un lien par rapport à des techniques de production et c'est là aussi où tu vois que Blender, comparé à beaucoup d'autres, a évolué beaucoup plus rapidement ces dernières années, justement en se basant sur, bah, cette communauté qui est aussi fan et donc bah, dès que tu as des fans et des gens qui sont totalement convaincus d'un système et d'un soft, c'est aussi les premiers moteurs et c'est pour ça que ça va très, très vite sur Blender. Et C'est puis vrai. je vais compléter aussi ce que tu disais, des petits studios qui n'ont pas forcément les ressources, de développement en fait en interne, pour, bah, justement faire des liens et créer un pipe un peu plus solide. Grâce à cette communauté, en réalité, tu as, 50 personnes qui vont bosser sur un même sujet et ça se, rapproche beaucoup plus en fait des structures de gros studios. Alors certes, il y a peut-être 50 langues dans le projet ou en tout cas 50 personnes qui sont dans 50 pays, mais pour autant, tu peux faire ce projet assez collaboratif pour avoir une solution qui, certes, va peut-être pas concerner tous les studios, mais qui, eux, vont leur simplifier totalement la vie et les aider à créer ce pipe autour de Blender, mais aussi de d'autres softs, grâce à cette version beaucoup plus ouverte et open et qui te permet d'être malléable, comme tu le disais si bien. C'est exactement ça, c'est absolument ça. C'est juste, la communauté est tellement. J'aime, je me nourris de cette effervescence un peu de la communauté. Elle est tellement partante pour tout ça. Et on demande une question sur Twitter et hashtag B3D. Et en 2 heures, il y a un développeur qui a écrit une solution. Tu peux faire ça, tu peux faire ça. C'est vraiment. Ça me rappelle pourquoi j'aime cette, euh, ce métier en général, qui est honnêtement juste, pour moi, je décris toujours la 3D et c'est un peu enfantin, mais c'est juste, quand on était enfant, on imaginait des trucs, oui, on jouait avec des voitures imaginaires, et là, c'est ce que je fais, mais je suis payé pour faire ça. Donc j'imagine, soit moi, soit une personne imagine des trucs, et je dois matérialiser des trucs qui ne sont pas nécessairement, j'ai pas, si c'est de la VFX, du live ou du CG, et c'est quand même très cool. Honnêtement, j'ai
j'adore cette, il y a un élément un peu enfantin que j'essaye que je travaille très fort pour garder un peu cette innocence vis-à-vis du travail. Et le open source m'aide un peu pour laisser ce feu allumé et ne pas être blasé complètement à cause des conditions de production, à cause de plein de trucs qui viennent d'en haut, qui nécessairement ne sont pas les meilleurs trucs pour les graphistes. Quand c'est des grands personnes avec des grands sacs d'argent qui décident aléatoirement. Donc j'essaie un peu de m'accrocher aux éléments qui laissent cette passion en vie. Mmh mh. Et puis cette passion aussi, tu peux la cultiver justement en étant encore très ouvert et grâce à cette communauté, tu as beau aujourd'hui être en Europe, tu es encore connecté justement à cette communauté avec le monde entier et rien que ça, c'est des sujets, des problématiques, des styles très différents et tu le disais aussi des productions, qui vont de la pub au VFX qui toi encore, t'ouvrent et maintiennent, ton appétit et ton éveil en totalement stimulé en permanence et ce qui, à mon avis, te permet de contenir encore cette flamme un peu enfantin que tu veux tant, préserver. Je vois que le temps défile et malheureusement le format est un petit peu court, Mario. On va devoir, conclure et finir ensemble, cet épisode si tu le veux bien. Où est-ce qu'on te retrouve Mario, maintenant que tu es en France, soit physiquement, soit virtuellement, sur Blender ou autre? Physiquement, maintenant je passe mon temps autour de minuit. Ouais. C'est euh, c'est près de Place Pigalle. Si vous êtes dans les parages, je suis là-bas. Et en ligne, je suis sur Blender Nation, le site de Blender. Je suis tous les articles qui sont. Il y a une grande catégorie en haut, From Our Editors, c'est mes articles. Et sur les social media, je suis slash Kiraneth, Kyrraneth. Donc Twitter, Instagram et tout. OK, trop bien. Bah, je mettrai tout ça en description, pour ceux qui veulent venir, discuter avec toi et papoter, de Blender. À mon avis, tu seras très heureux de Bien sûr, ça c'est sûr. Et puis une des questions que j'aime bien poser, qui est un peu, propre à ce format-là, est-ce que tu as une question à un pro que tu as encore en tête, ou justement tu aimerais avoir des retours ou un peu de variété dans la réponse pour, peut-être, soit toi, soit d'autres étudiants, pour un peu ouvrir les chakras de tout le monde? Ok. Euh, Honnêtement, j'ai commencé ma carrière en ayant ma propre boîte. Ouais. Maintenant, je cherche plutôt à être embauché euh, au moins pour les 5 prochaines années. Mmh mh. Donc, ce que je demande aux pros, c'est que dans un certain moment dans leur carrière, ou plutôt à quel moment de leur carrière, ils sentent qu'ils ont envie s'ils le sentent, de monter leur truc ou non. La question, elle était un peu partout, mais c'est juste, pour moi, c'est toujours que pensez-vous de la différence entre monter son propre studio ou être embauché dans une boîte? Parce que pour moi, c'est un peu quand j'envisage ma carrière au long terme, c'est un peu cette question où je me demande, ok, maintenant je sais que j'ai envie de la sécurité un peu d'être dans une boîte, mais en même temps j'ai envie de monter dans un train qui est déjà en avant. J'ai pas maintenant l'énergie de Ouais. recommencer de tout de zéro, mais en même temps j'ai envie Mmh. d'aller dans une avancée et de pousser avec. Mais avoir son propre studio et tout ça, c'est toujours un truc qui me chuchote à l'arrière de la tête. Donc ce que je demande aux pros, c'est un peu cette balance. Que pensez-vous de ça? Est-ce que vous avez envie de l'un, de l'autre, blablabla. Mmh mh, mmh. OK, carrément. Bah, c'est une très, très bonne question et pour le coup, ça a pas été abordé sous cet angle-là, donc ce sera très intéressant justement d'avoir le retour de tout le monde et dont certains qui sont, très confortables à pas monter leur studio et qui clairement l'envisageraient pas ou au contraire d'autres qui l'ont peut-être fait mais qui en reviennent et ceux qui sont totalement convaincus et qui pourront, à mon avis, t'en parler pendant des heures, donc Absolument, ce carrément, serait très je me intéressant la de. note. Ouais. Et puis dernière question, est-ce que tu as quelqu'un que tu aimerais bien entendre sur, des futurs épisodes, justement dans Gizmo, qui pourrait nous raconter son parcours, mais aussi ses réflexions autour de, la 3D, mais aussi peut-être de Blender? Tu Oh, très libre. ouais, je pense que Christophe Seux, mon superviseur à Autour de minuit, je pense que ce sera une personne vraiment très incroyable d'avoir sur un épisode Ouais. parce que ça fait 2 semaines
que je l'ai rencontré et il est très humble. Donc c'est juste au fur et à mesure et à partir d'autres gens que je découvre: «Ah oui, il a travaillé sur Netflix». Il est totalement dans son truc, il a des connaissances incroyables, il fonce et il créait des pipes qui n'existent pas, comme ça. Mais en même temps, c'est pas une personne et on a besoin de toi pour un peu sortir ce qui se passe dans sa tête, OK. Faut quelqu'un pour le au faire parler, public. j'en serai alors. Il nous révélera tous ses petits secrets. OK, Oui, trop bonne oui, oui. idée. C'est une bonne idée et pour le coup, oui, vu la taille du studio, ils ont à mon avis des problématiques de pipe à résoudre et pour autant à résoudre à petite échelle donc ça va être intéressant d'avoir cette discussion-là, et d'aborder le sujet avec lui. Trop bien. Ouais. Bah, écoute, Mario, merci beaucoup, heu, Merci beaucoup à toi. de nous avoir, raconté justement, ton parcours et surtout cette passion et cette adoration pour Blender qui est, très communicatif et pour le coup, pareil, on n'avait pas trop parlé de Blender jusqu'à présent, donc très, très chouette, que tu nous fasses une belle introduction, de Blender. Ça donne envie d'un point de vue communautaire et puis, le soft aussi qui évolue tellement vite, donc pour ça, un grand merci Mario. Oui, oui, désolé, je sais que mes conversations ont tendance de passer de ce côté, mais comme je t'ai dit, c'est que ça c'est à la fin, c'est comme je l'ai manifesté dans ma vie personnelle, donc avec Bart et tout. Donc c'est toujours intéressant de parler de cette, relation que moi j'ai eue vers le soft et puis que le soft m'a rendu à la fin. Exactement et c'est une très belle histoire pour ça, comme tu le dis, ça a été un tu as donné énormément, mais on t'a aussi énormément reçu en retour et c'est aussi là que la beauté des fois des communautés, d'un groupe, et pour autant, c'était juste le hasard et la grande chance, ça t'est tombé dessus et d'où cette histoire incroyable du Liban à la France, Oui, oui, enfin, oui, merci pour le partage en tout cas, Mario et puis, c'était un à plaisir. très vite, sur Blender ou sur Paris. Merci beaucoup. Salut! Salut, salut. Salut Alexis! Bonjour Sandrine. Bienvenue sur Gizmo pour cet épisode un peu particulier autour des étudiants et des juniors. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec toi directement Alexis. Je veux bien que tu commences par te présenter, que tu nous dises un petit peu qui tu es et puis comment tu es arrivé dans la 3D et en tant qu'étudiant en école 3D. Ok, pas de souci. Donc du coup, je m'appelle Alexis Jorion, donc je viens de finir ma 3e année à Artefix. Je vais rentrer en 4e année. Et pour me résumer en 2 mots, ce qui me passionne vraiment, c'est la création d'environnements 3D et aussi les créatures. Et donc, comment je suis venu dans la 3D, bah, ça m'est venu très très jeune, avant le collège, où je commençais par faire des vidéos, du montage, et au début c'était marrant, et après, commencer à se renseigner, et ah, tiens, c'est marrant, ça peut devenir un métier, et cette passion, ça peut devenir une réalité. Donc, on se renseigne, et petit à petit, on grimpe les échelons, et aujourd'hui, on est à Artefix. Est-ce que tu te souviens peut-être d'un cours qui t'a un peu frappé où tu avais l'impression de découvrir l'envers du décor parce que je sais pas si tu avais une bonne, ou c'est toi qui vas me le dire, une bonne ou une mauvaise vision de comment c'était fait et comment c'était travaillé. Tu te souviens de ces premières impressions où tu avais ces premiers cours peut-être de 3D, de ZBrush ou d'environnement euh, et il fallait un petit peu appréhender tout ça et tu n'avais peut-être pas au début les codes ou tu t'attendais pas à cette manière-là de faire, je sais pas, c'est toi qui vas me dire. Bah, au tout début, enfin, c'était pas vraiment des cours parce que j'ai commencé très tôt, donc j'ai tout de suite cherché sur Internet et j'ai trouvé vite mes réponses sur Internet, ou même sur YouTube en regardant des field breakdowns ou des choses comme ça. Ok. Et bon, au début, on commence un petit peu, je sais pas si c'est cliché, mais sur After Effects, avec du Kramer, tout ça, des gens comme ça, et ensuite on veut un peu plus de concret, et donc on passe sur des logiciels de 3D. Et donc là, quand j'ai voulu passer sur de la 3D, donc du coup, je passais de After et sur Houdini ensuite. Et ensuite, j'ai continué à apprendre sur Internet pendant pas mal d'années. Et en même temps, je me préparais pour passer mon examen et rentrer à Artefix. Voilà, donc aujourd'hui, je continue à combiner tout ce que j'apprends sur Internet, tout ce que je peux lire, tout ce que je peux voir, et aussi avec l'école, tout ce qu'on apprend à l'école. Du coup, tu faisais déjà de la 3D en fait avant de rentrer à Artefix et tu Ouais, t'étais déjà renseigné, tu avais déjà mis un peu les mains dans le cambouis et essayer de faire des trucs par toi-même. voilà.
Voilà, c'était les débuts de la vraie 3D. Et après, je m'étais fait un compte LinkedIn et j'essayais de capter des gens qui travaillaient dans des studios ou des anciens d'Artefix et je leur posais des questions. Ben voilà. Et les questions justement que tu leur posais, c'était très concret sur comment tu fais telle ou telle chose ou tu essayais d'en savoir un peu plus sur leur métier, sur le milieu, quel type de questions tu leur demandais? J'essayais vraiment de me renseigner sur l'école et sur comment ça se passait en studio, comment ils travaillaient, comment évoluait le métier. J'ai eu des réponses de pas mal de personnes, d'anciennes d'Artefix. Et ça m'a pas mal ouvert sur le métier. Et ça m'a juste concrétisé. Ouais, c'est vraiment ça que je veux faire. Créer les images de synthèse de demain. C'est vraiment ce qui m'anime. Tu t'assurais qu'entre l'image que tu avais et la perception de leur métier, c'était en accord avec réellement ce qu'ils faisaient pour te dire, bah en fait c'est ça que je veux faire et concrètement Voilà. lui il arrive à le faire donc je me suis pas trop trompée, je peux me diriger dans cette direction-là. Je savais que ça allait être enfin, c'est encore d'ailleurs un très long chemin parce que la 3D c'est très long à apprendre et on apprend tous les jours, ça change et c'est ce que j'aime d'un autre côté, mais c'est très long et voilà, c'est ce que j'aime et c'est vraiment ce que je veux faire toute ma vie. Mais là où ça a été vraiment concret, c'est quand j'ai fait mon premier stage lors de ma première formation dans l'audiovisuel en BTS avant Artefix, où j'ai fait un stage dans un studio de motion capture et d'animation 3D. Et c'est là où vraiment j'ai eu le vrai déclic de commencer la 3D et c'est là où j'ai commencé Houdini, ZBrush, Maya. Donc j'ai commencé en entreprise directement lors d'un stage où j'étais entouré de professionnels et ils m'ont tout appris, tout montré. Et voilà, c'est depuis ce stage où je me suis vraiment lancé dans la 3D. J'essaie de mettre une chronologie. Ce stage, il est arrivé avant que tu arrives chez Artefix, en fait, c'est ça? Oui, voilà, c'est un stage que j'avais fait avant Artefix. Ok. Où tu as vu, en fait, dans la pratique et sur un tournage et des métiers, concrètement, comment ça pouvait s'articuler. Voilà, j'ai compris le fonctionnement d'une pipe, je savais même pas ce que c'était. J'ai compris le fonctionnement des studios et j'ai eu de la chance parce que j'ai participé à un tournage de motion capture. Donc j'ai fait tournage et post-production. Ensuite, je suis retourné sur Maya et ZBrush. Donc j'ai vraiment vu tous les aspects en temps réel d'un fonctionnement d'un studio. Trop stylé. Euh, et du coup, moi, j'ai une question qui me vient, tu vois, quand quelque part, tu es très curieux, quand tu arrives à, au final, trouver énormément de réponses et de solutions et de tutos sur Internet, qu'est-ce qui te pousse à te dire, bah, finalement, je vais rentrer dans une école et qu'est-ce que tu attends du coup de cette école? Alors que tu avais déjà trouvé énormément de choses par toi-même, tu avais déjà réussi à avoir un stage. Qu'est-ce que tu attends d'une école? Bah, c'est le jour de mon entretien avec Emmanuel Lino, donc le patron de Solidani. Il me dit dans quelques années, tu te vois où? Et je lui dis bah, dans une école de 3D et j'aimerais bien faire Artefix. Et il m'a dit bah voilà, c'est celle-là que j'allais te conseiller, Artefix. Et je lui dis bon bah j'ai quand même besoin de faire une école parce que j'étais encore très. Enfin, c'était mes tout débuts dans l'entreprise, donc ils étaient cool avec moi, tout ça, mais enfin, c'est la première fois que je touchais à Maya, tout ça, et j'avais besoin d'une vraie formation pour avoir des bases solides et trouver mon orientation dans tous ces métiers pour ensuite sortir d'une école et essayer de taper dans un studio, un gros studio. Et tu as refait des stages depuis ou c'est un peu le dernier que tu fait et parce qu'il y a un cursus qui est quand même défini, où vous n'avez pas trop l'opportunité jusqu'en troisième année de faire des stages ou au contraire, t'en as eu Alors, l'opportunité? si on a eu des opportunités de faire des stages, mais j'aurais pu en faire un cet été, mais avec le Covid, tout ça, je l'ai décalé à l'été prochain. Donc là, je suis en recherche de stage pour l'été prochain. Et voilà, mais là, pour l'instant, c'est mon seul et unique stage que j'ai fait avant Artefix. Et enfin, je trouve ça aussi assez chouette pour ça, ces épisodes autour des étudiants et donc des juniors. Vous êtes un peu la promo Covid. Et pour ça, non, mais c'est vrai, les écoles Ah ont bah oui. vachement dû s'adapter. Et vous aussi, en fait, pour continuer à suivre vos cours. Mm. Ça a changé quoi pour toi, le Covid cette année et dans ta manière aussi d'apprendre ou au sein des autres étudiants comment tu t'es adapté? Est-ce que pour toi, ça a changé les choses? Est-ce que c'est une année que tu as bien vécue? Est-ce que tu as l'impression, au final, maintenant d'être plus fort parce que tu as d'autres méthodes de travail? Dis-nous tout. Bah, au tout début, ça allait, je me disais, oh, ça va durer 2 semaines. Bon, en fait, non, ça va être un petit peu plus long. Mais du coup, on s'est adapté bah, à distance. Puis, euh, puis voilà, après, ça n'a pas changé sur les cours.
fallait se connecter, on était toujours là, juste on était chez nous. Peut-être le seul apport que j'ai eu pour ma part, au lieu de lancer un rendu et de partir à l'école, bah là je pouvais surveiller mon rendu chez moi. Mais après non, c'était juste le fait d'être chez soi et de continuer les cours à distance. Et donc ce côté distanciel, que ce soit avec les profs ou les autres de ta classe, toi, ça t'a pas dérangé d'être toujours dans ta bulle Non, c'est vrai que je suis tout le temps dans ma bulle. Je fais, bon, bah, chez soi ou à l'école, faut travailler, donc on y va. Hein. Et puis voilà, on continue, quoi qu'il arrive, hein, créer des images. Ok. Et vous aviez une messagerie un peu mise en commun pour continuer à, au final, échanger, discuter entre vous. Elle était formelle, c'est-à-dire faite par l'école, ou informelle, c'était vous qui l'aviez montée avec des différents groupes Non, Facebook, Discord et compagnie? ça a été construit par l'école. L'école a vraiment tout organisé pour qu'on puisse poursuivre nos cours. Et, bah, on peut contacter par mail ou on a même un Discord avec tous les gens d'Artefix, même des anciens, pour avoir des feedbacks sur nos work in progress. Non, vraiment, c'est ça. Une des raisons pourquoi aussi je voulais rentrer dans une école, c'est pour le réseau. Euh, Quand on apprend sur Internet, on est un petit peu tout seul, un petit peu tout seul sur son ordinateur. On fait voir à sa famille tout ça, mais plus on avance, plus on veut du concret, on veut rencontrer des gens et rencontrer des gens passionnés comme nous. Et voilà. Et donc, tu l'utilises ça vraiment? Tu postes, tu demandes des retours et des feedbacks à des gens qui sont sortis pour te confronter un peu à d'autres avis? Oui, à des professeurs, à des amis qui travaillent en studio maintenant. Et je poste pas mal aussi pour essayer de rester dans l'actualité, même si on est vraiment bien occupé à l'école. Mais j'essaye de bosser à côté des projets perso pour rester un petit peu dans le fil d'actualité et essayer de poster régulièrement pour avoir toujours essayer d'avoir des vues et rester en contact avec les gens à l'extérieur. Mm, mm. Ok. Tu nous disais que tu commençais à te spécialiser entre environnement, créature. Ouais, C'est quand même un peu les antipodes, ou en tout cas, quand tu fais de l'enviro, c'est pas forcément la spécialité qui est liée ou qu'on associe. Pourquoi ce grand écart et comment tu vois la suite? Est-ce que tu penses continuer à bosser les deux de front? ouais, totalement. Je me vois pour l'instant vraiment bosser les environnements. C'est l'aspect généraliste qui me plaît et ce pourquoi je me suis dit c'est vraiment les environnements que je veux faire toute ma vie. C'est grâce à un logiciel, c'est grâce à Clarisse, d'Isotropix, où vraiment je suis tombé amoureux de ce logiciel et je me suis dit faire des enviros là-dedans, c'est vrai que c'est chouette. Et puis pour le côté créature, c'est vrai que j'ai commencé du coup, quand j'ai commencé la 3D, j'ai commencé avec ZBrush. Et du coup, je suis quand même resté sur l'aspect créature et l'aspect anatomie qui me plaît beaucoup. Donc là-dessus, je compte vraiment toujours bosser les deux. En studio, peut-être bosser sur les enviros, la spécialité environnement. Et puis par passion aussi, j'ai des contacts ou quoi pour bosser sur des créatures, pourquoi pas par la suite. Mais pour l'instant, ouais, je veux vraiment bosser sur les deux. Et qu'est-ce que t'aimes du coup autant dans les environnements? T'as limite tes yeux qui deviennent des étoiles quand tu dis le mot environnement. Oui. Ce que j'aime dans les environnements, c'est qu'on peut vraiment créer un univers imaginaire de A à Z. Il faut penser comment sont placés, par exemple, les buildings, comment vivent les gens, est-ce que c'est des humains, des aliens. Faut vraiment tout réinventer quelquefois, et c'est vraiment ça qui est vraiment intéressant. Créer une ville de A à Z et faire partager cet univers aux spectateurs, je trouve ça vraiment intéressant. Tu disais que tu essayais de vachement créer des liens avec les gens qui étaient sortis de l'école, de construire ce réseau, et pas attendre d'être sorti, mais directement, tu vois, là, pendant tes études. Est-ce que tu as d'autres liens qui te sont donnés par l'école avec le milieu pro pour justement t'aider à affiner ta vision des métiers, mais aussi du milieu? Alors oui, pour ce côté-là, on a beaucoup de studios qui viennent nous faire des conférences et nous présenter leur pipe, comment ils fonctionnent et enfin, présenter leurs images. Par exemple, c'était l'an dernier, il y a un studio parisien qui est venu nous voir, la Unit Image. Ils sont venus nous présenter leur show réel et ils étaient deux. Et voilà, c'était vraiment un échange en live à Artefix, c'était avant le Covid. Et puis voilà, c'est vraiment intéressant parce qu'ils nous montrent vraiment les envers du décor, comment ils fonctionnent. Et ça, pour ma part, moi, ça m'aide vraiment à me projeter, à avoir une idée
du mood, de l'ambiance, comment ils bossent et sur quel logiciel et comment ils créent toutes ces images. Qu'est-ce que tu apprends encore si tu rentres un peu plus dans le détail justement pendant ces présentations, ça te permet toi de je sais pas, de comprendre quelle chose que tu justement t'arrivais pas à te projeter ou à imaginer au sein de l'école, mais que du coup là pendant cette présentation vraiment tu réalises. Quel genre de questions aussi tu te poses et qui sont répondues pendant ces échanges-là? Quel mur ça brise un peu et quelle barrière ça vous permet de rompre avec eux pendant ces échanges-là? Bah, ça nous montre vraiment, quand ils nous parlent d'une équipe où parfois ils comparent à différents studios, où là ils vont être un studio, ils vont être plein, une grosse équipe. Là c'était plutôt une équipe assez, enfin, moins conséquente et vraiment ils nous expliquent comment ils fonctionnent, comment ils travaillent, comment juste le procédé, quand ils recrutent des étudiants, comment ils s'occupent de nous, comment ils nous aident à nous intégrer dans l'équipe. Et ils nous expliquent aussi que les tâches qu'ils nous donnent au début ne seront pas. Enfin, ils nous donnent des tâches plus petites pour qu'on prenne confiance, qu'on fasse nos premiers pas dans l'industrie. Mmh. Et ensuite, qu'on continue et qu'on fasse nos aises dans l'entreprise et qu'on grandisse, qu'on gagne en maturité. Et petit à petit, on développe de nouveaux skills. Ouais, et que ça vous aide à appréhender plus facilement, À leur appréhender studio, grâce justement à des petites tâches où bah, la somme de toutes ces petites tâches, bah, ça pourra te permettre d'avoir des shots un peu plus compliqués parce que déjà tu les maîtrises et on peut du coup passer un peu au niveau supérieur, mais il faut commencer par un moment s'adapter et comprendre un peu la base avant d'être lancé dans le grand bain sans les brassards et de couler parfois. Même si c'est ce qu'on fait tous les jours à l'école, avec les workshops, tout ça, mais de se dire que ça y est, là, c'est en entreprise, on y est, ça doit vraiment être différent. Enfin, moi, c'est ce qui s'était passé, moi, avec mon expérience pro, mon stage à Solidanim, c'était vraiment ça que j'avais ressenti, et c'est vraiment gratifiant quand on progresse au milieu d'une vraie équipe. Mm, mm. C'est ça qu'on recherche aussi. Et justement, quand là, on t'assiste à des présentations de studios et que tu as un peu l'impression d'en faire partie, ou en tout cas de faire partie des coulisses avec eux, de la manière dont ils le présentent, euh, comment, quand tu te bases là-dessus, ça t'aide à te projeter et du coup, comment tu vois la suite? Est-ce que ça t'aide à décider vers quel type de studio tu as envie de te diriger? Est-ce que ça t'aide à affirmer et à te confirmer dans ton choix de spécialité? Quelle clé ça te donne, toi, derrière pour la suite? Bah oui, ça nous permet de découvrir de nouvelles choses. Par exemple, toujours avec cette conférence, quand ils étaient venus nous voir, au début, j'étais vraiment, je veux faire du live, du film live, je veux faire que ça. Et ils nous ont présenté beaucoup de cinématiques de jeux vidéo. Ouais. Et je suis sorti de la conférence, je dis, c'est pas mal, hein. Finalement, la cinématique de jeux vidéo, c'est vrai que c'est un domaine que j'ai pas trop cherché par moi-même. Et du coup, ça m'a permis de redécouvrir ça, disons, et dire que y a plein d'autres possibilités et que celle-ci pourrait éventuellement m'intéresser. Donc ça t'a pas trop confirmé dans un choix, ça t'a plus dit il y a beaucoup plus de choix que... Ça m'a encore ouvert sur plein d'autres choses et oui, que vraiment confirmé. Après, je reste toujours sur mon objectif d'Empiro créature. Mais ça m'a ouvert sur de nouveaux axes. Ok. Du coup, tu te laisses encore le choix de décider à travers en fait ce que tu vas encore découvrir et pour Voilà. l'instant, t'es pas fixé de ce que je comprends. Après, ça dépendra des offres, mais je prends le travail, disons. On va pas faire le difficile. Mais c'était quoi alors ton rêve quand t'es rentré dans cette école ou quand t'as commencé à faire de la 3D? Tu te souviens de ça ou pas? Le premier rêve, c'était d'y rentrer déjà. Ça c'est fait. Et ensuite, mon rêve, Bah, ce qu'on peut faire, c'est ton rêve quand tu avais peut-être, je sais pas, 12-13 ans et que tu as commencé à faire des tutos sur internet pour faire de la 3D et maintenant, ton rêve, de quand tu sais faire de la 3D et ça se précise un peu plus, voilà. Il y en a, ils sont peut-être différents comme ça peut être le même. Dès le début, au début, c'était plutôt l'aspect montage qui m'intéressait. Je me disais, les effets spéciaux, c'est trop dur quand j'étais tout petit. Et puis après, je me disais, oh non, c'est plus fort que moi, je veux vraiment faire ça. Et quand j'étais au milieu du collège, je voulais faire des effets spéciaux et depuis, ça n'a jamais changé. Et voilà, et ce que je veux vraiment faire, c'est réussir après l'école à intégrer
à ouvrir les portes de l'industrie, même si c'est pas tout de suite sur un gros blockbuster, sur un truc de ouf, mais réussir à rentrer dans cette petite famille, faire partie des gens qui confectionnent les images de synthèse, faire partie de ces petites mains qui confectionnent tout ça. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif de rentrer dans l'industrie. Ok. Et tu te vois en France ou justement prêt à bouger dans des studios, qu'importe où ils sont dans le monde, c'est un truc qui te fait peur ou justement tu es assez à l'aise de te dire que ça peut être justement une carrière assez internationale et jouer le jeu de faire différents studios pour te construire un parcours. Alors, que ce soit en France ou à l'étranger, peu importe, tant qu'il y a du boulot, je suis content. Donc, si je dois partir en Nouvelle-Zélande ou au Canada, ou rester en France, peu importe. Après, j'aimerais bien peut-être le Canada, je me dis, il y a plein de choses intéressantes, et c'est là-bas où j'ai mes amis qui sont juniors aussi, mais bon, peu importe, ça dépend du studio, de la tâche, mais si je dois faire le tour du monde, il n'y a aucun souci. De toute façon, dans notre métier, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de voyager. Je vais faire que ça toute ma vie. Changer de studio. Enfin, je sais pas, on peut pas prédire, mais voyager tout en travaillant, ouais, ça c'est bien. Hein. Donc tu es plutôt ouvert sur la question, à savoir tu feras pas forcément toute ta carrière en France. Si tu as des opportunités à droite à gauche, tu seras prêt à les saisir et à y Ah oui, aller. ouais, plus le voyage. Hein. Ouais, complètement. Complètement. Comment tu vois là tes 2 prochaines années à Artefix où au final tu nous as expliqué que tu avais 2 spécialités qui étaient un peu aux opposés? Heu, on vous demande, si je me trompe pas, de choisir une spécialité en 4e année, et en même temps tu nous parlais de l'aspect assez généraliste des environnements. Comment tu saisis en fait tout ça et tu te places au milieu de ces spécialités et ce côté, généraliste que tu veux encore conserver? Comment j'ai choisi ma spé Comment tu le vis et comment tu te places au milieu de ces choix, à la fois, tu as des choix de cœur, c'était un peu, les créatures et en même temps l'environnement. On a l'impression que c'est un peu stratégique et en même temps pas tant que ça. Ouais. Il y a un côté stratégique, oui, ouais, dans le sens où bah, j'aime beaucoup les enviros et je sais qu'il y a beaucoup plus de recrutement que deuxième spé. Donc, mais je la garde quand même parce que j'adore les deux. Vraiment, je suis plus que passionné par ces deux côtés-là. Donc, j'arrêterai jamais ça. Mais je choisis l'aspect environnement justement pour le côté généraliste et je trouvais que c'était intéressant de continuer vraiment à apprendre énormément de choses. Enfin, l'environnement, ça, enfin, j'adore le lighting, le set dressing, le comp, toutes ces choses-là. Et voilà. Donc ça te permet de pas trop choisir et de continuer à bosser ces différentes compétences liées à l'environnement et pas tomber dans une surspécialité. Tu peux encore, toucher à quelques spécialités, grâce à l'environnement, c'est ça? Voilà, c'est ça. Après, c'est vrai qu'en enviro, on touche un peu à tout, mais j'ai surtout tendance à me focaliser sur Clarisse, mais ça reste quand même l'option pour le peu un petit peu généraliste. Pourquoi t'aimes autant Clarisse? C'est-à-dire que j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a casé C'est du vrai. Clarisse en autant de temps, tu vois. Ah bah Clarisse, parce qu'on peut mettre plein de polygones. Non, non, parce que bah, c'est le côté un petit peu semi-temps réel. Puis je sais pas, enfin, j'ai tout de suite, j'ai tout de suite accroché avec Clarisse, un peu comme Artefix. C'est pas vraiment un choix, c'est plus une évidence. Enfin, je saurais pas trop l'expliquer. C'est vraiment, enfin, je me suis senti à l'aise dans Clarisse et j'ai créé quelques environs, tout ça. Et... Du coup, je vais poser ma question différemment. Qu'est-ce que tu retrouves pas dans les autres logiciels que tu retrouves dans Clarisse? Je trouve qu'il est vraiment rapide et super flexible. Et comme ils disent, on dirait un logiciel qui a été créé par des artistes pour des artistes. Donc, voilà. Leur message commercial est bien passé quand même. Hein. Non, mais, enfin voilà, c'est quand j'ai commencé à tâtonner dans ce logiciel où je me suis dit, bah, je vais, euh, je vais continuer leur gamme et je vais vraiment me spécialiser en environnement. Et donc, Les studios qui utilisent Clarisse aussi sont des studios qui m'intéressent aussi. J'ai vu qu'il y avait ILM qui utilisait pas mal, des choses comme ça. Mais, enfin voilà, juste je me plais dans ce logiciel. non, mais en fait, il est quand même assez nouveau, Clarisse, tu vois, et c'est pas forcément, il fait pas partie de la stack du logiciel que tout le monde maîtrise. Mm. Et du coup, j'étais assez curieuse de savoir pourquoi toi, tu
t'accrochais autant, en fait. Et je pense qu'ils ont réussi à saisir un truc, et c'est aussi pour ça qu'ils fonctionnent et qu'ils sont adaptés par les studios, que d'autres logiciels n'avaient pas. Donc c'est pour ça que j'avais envie de creuser ensemble et que tu m'en dises un peu plus sur, toi, des fois, des frustrations ou des trucs que tu trouvais très simples à faire dans Clarisse, ou dans d'autres logiciels, tu avais l'impression que c'était compliqué, long, rébarbatif, et que du coup, c'était beaucoup plus simple et C'est vrai, facile. ouais, c'est vraiment au niveau. Là où j'ai trouvé mon bonheur, au niveau du set dressing, voir tout set dressé super rapidement. Et moi qui aime bien faire des environnements assez. Des grosses villes, des trucs où il y en a un peu partout. Ouais. Je fasse plus de naturel. Mais et voilà, Clarisse, c'est vraiment fait pour ça. Et tout de suite, enfin voilà, faire des skateurs, 3 milliards de publis, c'est génial quoi. Où dans Maya, on a un petit peu plus de mal. Enfin, ou du moins, je me suis trouvé moins à l'aise dans d'autres logiciels. Tandis que dans Clarisse, voilà. Ouais, il y a ce côté évident où tu me dis après si je me trompe, hein, où faire des environnements qui sont tout de suite très larges et qui peut être un peu compliqué à optimiser dans les logiciels un peu plus traditionnels. Là, ça va être Clarisse qui va s'en charger un peu pour toi, et tu vas pouvoir être beaucoup plus focalisé sur la partie création et placer et te demander où est-ce que tu mets ces différents éléments, que te prendre la tête à savoir attention, ma machine elle va cracher parce qu'elle va pas pouvoir prendre tous ces polis en charge. Mais... ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment cette flexibilité et plus de maniabilité dans le logiciel qui m'a vraiment plu. Y a d'autres trucs comme ça que tu as envie d'apprendre ou de continuer à explorer un peu plus précisément ces 2 prochaines années? Bah, ce qui me trotte dans la tête là depuis un bout de temps, toujours dans la question de set dressing avec Clarisse, c'est l'arrivée du temps réel. Donc là, dans un coin de ma tête, je me dis peut-être que je devrais me former et puis voir ce qu'on va apprendre à Artefix au niveau du temps réel, une Unreal Engine, tout ça. Pour l'instant, je reste plus sur Clarisse encore, mais je sais pas à voir parce que le temps réel, c'est sûr que c'est en pleine expansion et à voir si ce n'est peut-être qu'on va faire que ça plus tard dans quelques années. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu trop tôt pour vraiment me mettre à fond à fond. Je voudrais pas perdre tout ce qu'on apprend sur les autres logiciels. Donc voilà, s'il y a quelque chose que j'aimerais bien apprendre plus tard où j'essaie de me projeter, mais je sais pas trop encore, c'est au niveau du temps réel. Voir comment ça évolue. Ok. Machine aussi, il faut faire tourner le truc. Mais voilà. On va conclure ensemble, et je vais te redonner la parole, et je pense que tu vas pouvoir t'appuyer sur ce que tu viens de dire est-ce que tu as une question à poser à un pro, ou justement toi tu te la poses, qui pourrait t'aider peut-être sur la suite, ou auquel aujourd'hui tu n'as pas les réponses quelle question t'aimerais bien poser à un pro? Comment au début à l'insertion de studio on arrive à faire ses preuves quand on est junior, comment on arrive un petit peu à se démarquer et à montrer qu'on peut évoluer au-delà de la motivation. Comment on fait pour réussir une fois qu'on est dans un studio, réussir à persévérer et à y rester et à lancer vraiment sa carrière. Alors du coup, je vais peut-être essayer de la reformuler ou essayer de comprendre. C'est comment sortir du lot quand justement il y a beaucoup de juniors et qu'à la fin d'une production, ils vont faire une sélection, ou c'est comment ils choisissent les profils et les personnes avec qui ils vont continuer de travailler, c'est ça? Voilà, plutôt la deuxième, c'est mieux dit. Ça marche. Bah écoute, je me la note, et puis je la poserai à ta place ou à différents pros. Dis-moi. C'est tellement mieux dit, je me suis. Non, non, mais en même temps, toi, t'improvises, moi, j'ai le temps de la reformuler pendant que tu l'as Voilà. dit. Donc, c'est normal. Et toutes mes questions sont clairement pas nickel non plus, donc t'inquiète. C'est très dur de poser des questions, on s'en rend pas forcément compte. Où est-ce qu'on te retrouve, Alexis? Soit ton travail, soit physiquement Bah, physiquement, chez moi ou à l'école, Artefix. Et Donc après, à Montpellier, c'est ça? à Montpellier, voilà, Artefix Montpellier. Et après, sur Instagram, Alexis Jorion et sur ArtStation. Ok, trop cool. Bah, pour tous ceux qui veulent voir la LinkedIn aussi. Et LinkedIn aussi, parce qu'il est assez actif sur LinkedIn. Et donc, pour tous ceux qui veulent te retrouver, je mettrai les liens de tes AirStation et Ouais. Instagram pour aller voir tes travaux. Ah, je suis content. Bah oui, c'est le but aussi. Et puis la dernière question, est-ce que tu as des gens que tu aimerais bien entendre sur des futurs épisodes dont tu suis peut-être leurs travaux et ça
plairait d'avoir un peu l'envers du décor et en savoir un peu plus sur leur parcours ou justement leur manière de bosser Alors, il y en a un, oui, j'ai déjà vu, parce il parle déjà beaucoup, il fait beaucoup de conférences, tout ça, mais pourquoi pas le voir sur Gizmo. Ce serait Charles Chorin, donc un ancien de l'école aussi. Et voilà, l'entendre, ça pourrait être intéressant, parce qu'il a une grosse carrière. Donc voilà, c'est toujours. Voilà, hein, Bah toujours oui, carrément, c'est une bonne idée. Je te remercie, Alexis. Trop cool. Et puis, si j'ai besoin d'aide, je te demanderai son contact et tu m'aideras à essayer de le choper sur Gizmo. pas de souci. En tout cas, merci d'avoir bien voulu te prêter au jeu, Alexis, de l'exercice et de nous avoir donné un peu accès à tes réflexions et justement à ton statut un peu d'étudiant et les questions qui sont liées pour justement se positionner dans le milieu et choisir un peu sa spécialité, le truc qui fait un peu stresser tout le monde au début. Donc, Ouais. Bah, merci à toi. Hein. On a passé un bon petit moment. Voilà. ça avait l'air, t'avais l'air plutôt détendu. Ouais. Bah, en tout cas, trop cool. Et puis à très vite. Puis tous ceux qui veulent suivre Alexis, n'hésitez pas à aller regarder les petits liens. Ça lui fera plaisir. Il est en train de sourire. Salut Alexis, à très vite. Salut. Ciao. Salut Tiffany, bienvenue sur Gizmo. Salut Sandrine. Je vais essayer de te présenter. Qui es-tu, Tiffany? Bah, merci beaucoup de m'accorder la parole. Je suis très heureuse d'être ici. Du coup, je m'appelle Tiffany. J'ai 22 ans. Je viens d'une filière assez générale ES avec une option art plastique parce que j'ai toujours aimé l'art et c'est ce qui m'anime un peu dans mes études parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à l'école et c'est ce qui m'a permis de pouvoir réconcilier avec l'apprentissage et ça m'a permis aussi d'aimer au moins une matière dans mes cours. Donc à travers l'art plastique, du coup dans mon option d'art plastique que j'ai pris durant mon cursus au lycée, j'ai pu découvrir le dessin, la peinture, la sculpture. Et en fait, c'est en dernière année que j'ai vraiment découvert le montage photo. Et c'est à partir de là que je me suis dit, tiens, maintenant, je vais avoir mon bac, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Et donc, j'ai cherché, et justement, le montage photo que j'avais fait durant mes cours d'art, ça m'avait beaucoup plu de pouvoir assembler des images et au final recréer une nouvelle image à partir de toutes ces compositions. Donc je me suis renseignée sur ce qui existait comme école digitale et j'ai postulé pour plusieurs écoles d'animation 3D. Je connaissais pas vraiment le domaine, mais je connaissais à travers les dessins animés qu'on pouvait voir ou les personnages animés qu'on pouvait voir dans les pubs, etc. Du coup, je me suis lancée là-dedans, je me suis dit pourquoi pas. Donc, je suis rentrée dans une école d'animation 3D. Donc, on faisait principalement de l'animation avec une bonne base aussi de graphisme, tout ce qui était Photoshop, Illustrator, la base de la base du graphisme. Et cette année m'a plu parce que j'ai appris plein de choses sur les logiciels qui existaient, les manières de travailler, l'animation. On a fait un peu de modélisation 3D. Mais comme il y avait une grande partie d'animation 2D, c'était pas mon fort. Et du coup, à la fin de cette année, je me suis demandé est-ce que je reste là encore et je continue dans cette voie ou je cherche d'autres voies. Donc j'ai cherché d'autres écoles et j'ai découvert une autre école qui faisait plus dans les effets spéciaux, donc un peu moins d'animation et plus dans tout ce qui est réalisme, 3D réaliste, etc. Donc j'ai continué ma formation dans une autre école. Je suis rentrée en deuxième année dans une autre école où j'ai appris tout ce qui était 3D modélisation, mais aussi lighting rendu, et à travers différents projets qui étaient donnés par l'école. Et
t'as en troisième année du coup de ce bachelor que on a commencé à avoir des cours de compositing et là ça a été un peu le déclic et j'ai retrouvé ce que j'avais aimé dans le montage photo, le fait d'assembler des images en compositing, etc. Du coup, quand on nous a demandé de nous spécialiser en quatrième année, ça a été un peu pour moi l'évidence, le compositing, c'était ça que je voulais faire. Donc je me suis spécialisée en compositing. Donc j'avais déjà une base de 3D généraliste à la fin de mon bachelor. Et je me suis spécialisée en compositing en master. Attends, je te coupe. Et du coup, à ce moment-là, tu avais déjà fait des stages quand tu décides de te spécialiser ou justement, te spécialiser, t'as aidé à derrière choisir des stages qui étaient pour confirmer ta spécialisation? Alors du coup, au début du master, comme l'école impose un quota d'heures parce qu'on avait un rythme du coup alterné, on avait une semaine de cours et une semaine de stage, enfin de temps qui nous permettait d'avoir soit un stage, un contrat pro ou faire du freelance. Du coup, au début du bachelor, j'ai eu 2 stages en graphisme. Donc j'ai fait du montage, un peu de tout, des retouches, de la publicité. C'était surtout pour de la publicité. Et motion design aussi. Et du coup, quand j'ai appris le compositing en troisième année, j'ai eu aussi l'opportunité de commencer un stage chez On Entertainment sur le long métrage d'animation Petit Vampire, tiré de la bande dessinée Johannes Farr. Et du coup, comme j'apprenais en même temps le compositing, quand j'ai commencé ce stage, ça a été un peu lancé dans le grand bain. Je savais pas trop où j'allais, mais j'allais dans quelque chose qui me plaisait. Et du coup, j'ai commencé du coup, j'ai alterné les cours et le stage durant toute mon année, du coup, de troisième année. Et plus les 3 mois du coup, juin, juillet, août, où on n'avait pas de cours. Du coup, j'étais au studio à travailler en temps plein au studio. Et Attends, je te coupe. oui. Pendant justement cette année où tu expliques très bien, tu es en parallèle en train de faire tes études et en même temps, c'est toute cette année où tu es chez eux sur cette production. Ça te permet vraiment de te confronter entre des bases qu'on t'apprend à l'école et concrètement ce que tu utilises vraiment en production. Il y a des choses justement que tu as peut-être vues plus tôt en production et que vous n'aviez pas encore vues à l'école, donc quelque part, tu avais déjà ces notions avant que vous les abordiez, ou au contraire des choses que tu as vues à l'école et que tu as dû mettre en pratique quasiment 1 ou 2 semaines après en stage? Ouais, du coup, je pense surtout au pipeline. Du coup, on avait vu la notion de pipeline à l'école, mais on n'avait pas encore fait vraiment de projet de groupe. Et donc là, je connaissais le pipeline à travers mes projets et j'avais que moi sur mes projets. Du coup, mon pipe, il était pour moi et il marchait pour moi. Et là, en studio, devoir transmettre de, entre plusieurs personnes, on était une quinzaine, du coup, en compositing. Donc, on se passait les plans et tout. Et du coup, cette notion de pipeline, oui, je l'ai beaucoup mise en pratique, du coup, au stage et sur cette production. Et j'ai également aussi beaucoup appris tout ce qui est retake en fait, que en fait les retakes en cours on nous donne les retours vraiment à la fin d'un projet, on te dit ce qui va pas et t'as pas souvent la possibilité de retoucher ton projet après pour le re-rendre. Et là en production on t'apprend que du coup l'image que tu crées au départ, elle est bien, mais elle est toujours à améliorer. Et du coup, ton sup est là pour te dire
vraiment ce qui va et tu dois modifier encore et encore pour enfin arriver à l'image finale qui sera sortie en fait. Et comment tu l'as vécu justement ce jeu un peu des retakes où il y a toujours des détails et toujours des choses à reprendre et quelque part c'est sans fin parce que une image ou un plan tant qu'on ne s'arrête pas sur son travail, on pourrait toujours trouver des choses à y redire. Au départ, c'était un peu difficile, surtout ça me fait penser à un plan. J'avais travaillé 2-3 semaines dessus. C'est un plan, du coup, dans l'histoire, c'est un petit vampire, un petit fantôme, et il vient de devenir petit vampire. Il a été transformé et il est dans sa chambre et sa mère lui raconte une histoire. Et donc j'avais travaillé sur le compositing, j'avais rajouté des particules pour créer un peu une ambiance dans la pièce. Et mon sup m'avait donné déjà pas mal de retours, mon sup compo. Et le DA du film, directeur artistique du film, arrive derrière moi et me dit ah bah là, ton image, elle est cool, mais on va tout passer en nuit en fait. Donc c'était une chambre avec des tons très rosés, lever du soleil, etc. Et là, il fallait tout passer en bleu nuit, nuit américaine, un bleu bien profond. Et ça a été assez dur parce que du coup, s'il faut faire ça sur ce plan-là, il faut faire sur les 5 autres qui suivent du plan. Donc, ouais, c'était un peu compliqué. Ce genre d'aléa où c'est pas forcément une bonne nouvelle de ton point de vue, de te dire je vais devoir reprendre tous les plans et l'ambiance la décliner ensuite sur les plans qui allaient suivre. C'est ça. Tu te souviens, pareil, d'une autre réflexion que tu t'es faite quand justement tu es arrivé et que tu as commencé ton stage? Est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce qu'il y a certaines choses qui t'ont déstabilisé? Au contraire, est-ce que tu as eu des bonnes surprises? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te viennent ou au tout début, quelle première impression tu as eu en rentrant et en commençant cette expérience? Alors, au tout début, le premier jour, j'avais peur parce que je me suis dit, waouh, ça y est, je suis sur une production, le film à la fin, il va sortir sur les écrans, il y a tout le monde qui va le voir. Donc j'avais très peur, je m'étais mis une très très grosse pression et j'ai été agréablement surpris de la gentillesse des supérieurs qui nous ont tout de suite mis à l'aise et qui savaient très bien que c'était l'une de nos premières expériences. Et du coup, ils nous ont mis à l'aise. Et au départ, j'étais sur des plans assez simples. Du coup, c'était surtout des retouches sur des plans déjà un peu travaillés par d'autres graphistes seniors. Et à la fin du projet, je pense ils étaient contents de mon travail. Et du coup, j'ai eu la responsabilité de un plan complet. Donc, c'était un time-lapse. Donc, animation des jours qui défilent. Et après, j'ai eu la responsabilité de faire l'intégralité des plans où il y avait un bateau en 3D du coup. Sauf que du coup, c'est un film d'animation avec un rendu 2D. Et donc, il fallait faire l'animation du bateau qui plonge dans la mer. Et tout ça avec un rendu 2D sur le bateau. Ok. Et dans ces cas-là, quand justement on te file ce plan-là, t'as pas forcément une méthodologie ou si t'en avais une, tu dois un peu explorer. Comment ça se passe? Bah là, j'ai été un peu. Ils m'ont dit un peu, pas ta carte blanche, mais en gros, comme je m'occupais toute seule de tous les plans où il y avait le bateau, j'ai été un peu. Parce que le projet avait été récupéré. La production a eu quelques soucis, du coup, j'avais récupéré déjà des plans bateaux qui avaient été faits, mais sur un autre logiciel. Donc, c'était sur C4D, je crois. Et j'ai dû recommencer ils avaient changé de logiciel en cours de route, c'était Maya. Et donc j'ai récupéré du coup les textures, mais du coup complètement les retravailler pour qu'elles matchent en fait sur la nouvelle modé que j'avais refaite du bateau et de l'animation des plans. Voilà.
OK. Bah, c'est chouette en tout cas de la manière dont tu en parles, ils t'ont laissé un peu d'autonomie Ouais, et tu avais des plans un peu challenge, pour, justement toi, te confronter à d'autres problématiques, y compris des problématiques réelles, à savoir des productions où parfois ils sont amenés à changer de logiciel et et toi tu dois trouver pour autant des solutions, c'est ça. pour répondre en fait à la demande et que le plan et que sur le film ça se voit pas du tout à la fin. Enfin les gens s'en foutent Mm. que vous ayez changé de logiciel. Comment tu trouves un stage quand tu es à l'école? Comment tu t'y prends? Alors, au départ, t'envoies beaucoup, beaucoup, beaucoup de CV et t'as pas beaucoup de réponses. Mais on a aussi les membres de l'école des chargés relations entreprises qui nous aident pas mal et qui nous envoient des annonces de studios qui recherchent des stagiaires. Et donc, qui nous donnent les contacts et tu postules et tu croises les doigts pour qu'ils te choisissent toi et pas ton camarade d'à côté. Ou peut-être les deux. Parce que là, sur cette production-là, du coup, je reparle de la production Petit Vampire, nous étions quatre stagiaires. Et ce qui était un peu compliqué également, c'est que du coup, on était 2 stagiaires sur une semaine. Et comme pour pas que la production se retrouve après avec 4 personnes en moins, une semaine sur deux, en fait, on avait 2 personnes une semaine et 2 personnes l'autre semaine, en fait. Et nos courses étaient calées par rapport à ça. Donc, fallait c'était assez dur aussi pendant une semaine, tu es en cours et tu te focalises vraiment sur tes cours. Et après, tu retournes et tu sais plus trop ce que tu avais fait la semaine, il y a 2 semaines auparavant et te remettre dedans sur les plans que tu avais fait et qu'est-ce qui te reste à faire, etc. Mmh mh. Ouais, de switcher entre ces 2 vies, la vie étudiante et un peu la vie pro, d'une semaine sur 2, ça C'est fait ça. des semaines, très hachées. D'après toi, ça t'a apporté quoi justement ce système d'être à l'école une semaine et d'être, en stage l'autre semaine? Bah, du coup, ça m'a apporté du coup toute l'expérience pro que j'ai pu faire au cours de cette année. Comme ça, je sors de l'école et j'ai déjà un peu mis les pieds dans le monde des grands. Et, et je pense aussi une rigueur de travail pour réussir à allier les deux. Donc, j'habite à 2 heures de transport de l'école et du studio où je travaillais. Donc, il fallait bien s'organiser pour, dès que tu rentrais, tu faisais tu rebossais sur tes cours et avancer un maximum les projets parce que tu as toujours envie d'en faire plus et ça demande un peu de temps quand même. Donc, ouais, une grande rigueur de travail et pour pouvoir être satisfait de ton travail et mener à bien tous tes projets de cours, mais aussi rester focus sur et faire et d'essayer de donner ton maximum quand tu es en semaine de stage, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Et du coup, cette rigueur, pour, bah, toujours être au rendez-vous, mais quand tu étais en stage pour autant, bah, tu avais encore tes cours à bosser. C'était pas forcément une semaine où tu étais très tranquille et ces projets, Ouais, c'est ça. tu devais aussi y consacrer du temps et ce temps-là, il devait se trouver dans un agenda qui était déjà bien rempli, y compris, quand tu as des temps de transport et que quand tu es dans le transport, tu pas d'ordinateur et Ouais, tu vas c'est ça. devoir faire autrement. C'est ça. Et maintenant, tu es sortie de l'école? Oui, j'ai été du coup diplômée au mois de juin. Ouais. C'est tout frais. Tu quoi comme expérience en ce moment? Tu bosses, Du coup, j'ai eu une petite 8 jours après la sortie de l'école, on m'a contacté pour travailler sur un mini projet d'une semaine et demie. Ouais. Ouais, Du coup, chez Fix Studio pour travailler sur une pub. Et c'était assez cool. Et ouais, pour l'instant, c'est la seule expérience OK. post-diplôme. Mais du coup, là, tu as fait de la pub et tu as fait aussi du long métrage dans ton expérience, précédente pendant 1 an et demi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hem, tu t'éclates dans quel genre de production, du coup, en compo? La pub, ça te plaît aussi ou au final, tu préfères, un peu plus les longs métrages où tu as plus de plans ou c'est un peu plus long,
Ouais, du coup, bah, comme j'ai eu la possibilité de travailler sur les deux, là, bon, en plus, pour la pub, c'était vraiment une semaine vraiment intensive. C'est sûr que travailler sur les longs métrages, c'est plus pas reposant, mais tu as plus de temps de peaufiner bien tes plans et de pouvoir les, arriver à un niveau assez abouti. Mais je trouve que le fait de travailler aussi dans des pubs, ça te permet de travailler et d'aboutir à une image et être vraiment efficace pour aboutir à ton image, pardon. Et je trouve ça autant intéressant. C'est sûr que je pense que je suis plus à l'aise dans un long métrage, du coup. T'as moins de stress de vite, il faut rendre ce soir tel ou tel plan. Mais ça a été une bonne expérience aussi de travailler sur de la pub et c'est tout aussi enrichissant de pouvoir te lancer des défis et trouver des solutions pour optimiser telle ou telle chose, quoi. Mm, mm. Du coup, là, tu es en train de, de vouloir rebosser sur des longs métrages. Tu te laisses l'opportunité de tester aussi d'autres domaines et pas seulement la pub. Ça peut peut-être être des cours ou de la série. Ou justement, ton plus grand souhait, c'est de retourner sur le prochain long métrage qu'on pourrait te proposer. Ouais, bah si on me propose un long métrage, je vais pas dire non. C'est sûr que oui, un long métrage ou même un court métrage, ça me tenterait bien. Bon, après, la pub, c'est bien, mais ce qui est dommage, c'est que ouais, tu as moins de temps pour peaufiner. Et je pense que c'est plus difficile pour quelqu'un qui sort d'école de travailler sur des projets très rapidement et d'avoir. Enfin, je trouve que tu apprends un peu plus et t'es plus encadré. Enfin, moi personnellement, j'ai été plus encadrée sur les longs métrages et du coup, j'ai beaucoup plus appris sur tous les retours qu'on m'a donnés, etc., que sur de la publicité. Oui, je comprends. Bah, ce qui est aussi un peu normal et ça fait Oui, partie des règles du jeu. du Euh, temps. Qu'est-ce qui, d'après toi, il te reste à apprendre en compo et où que tu aimerais apprendre ou savoir de futurs interviewés? En fait, je vais reposer ma question autrement ou je vais donner la pensée que j'ai derrière la tête. Si je fais ce podcast-là, c'est aussi, tu vois, pour justement les étudiants et leur donner accès à des pros et poser un peu la question ou des questions que vous vous posez. Est-ce qu'il y a des questions que toi, tu te poses encore sur le milieu ou que tu aimerais poser à des pros par ce biais-là? En compositing, je sais pas si on pourrait me répondre, Vas-y. mais je m'interroge beaucoup sur, bah, du coup, j'ai vu un article passer il y a pas longtemps qui disait que c'était la fin du compositing avec toutes les nouvelles technologies de temps réel et des, euh, des tournages avec des plateaux de comment ça s'appelle Virtual Production, je crois, avec les écrans derrière. Mm. Et un article très intéressant qui disait que euh, du coup, enfin, la personne qui écrivait cet article disait qu'il pensait pas que c'était la fin du compositing et que au contraire, ça pouvait amener euh, une autre manière de travailler le compositing. Et du coup, ça m'intéresserait bien de savoir enfin, comment tu t'adaptes aux nouvelles technologies qui est le temps réel, du coup, où tu as directement le décor qui est projeté derrière lors du tournage et quelles sont les, les techniques mises en œuvre, du coup, pour soit intégrer d'autres décors derrière ou complètement changer l'image. Au final, on avait pensé ça sur le décor et au final, tout a changé. Ouais, ça m'intéresserait beaucoup du coup de savoir comment c'est fait. Carrément. Bah, et puis je veux bien du coup que tu me transmettes aussi l'article que je mettrai dans la description de l'épisode Ouais, pour ceux qui ouais, veulent ouais. aller le voir et comme ça on sera tous au même niveau d'information sur de quel article tu parles et justement cet article qui annonce un peu la fin du compo ou pas vraiment une nouvelle forme. Ouais.
Mais c'est drôle parce que sur pas mal d'épisodes, on a un peu parlé de c'était comme ça avant, et tu te rends compte qu'il y a eu pas mal de révolutions technologiques, et l'IA en est une autre, et il peut changer pas mal de métiers. On reste un métier super jeune où il y a très peu de papy de la 3D, et pour autant, tu vois, nos métiers évoluent encore et toujours, et justement, ils doivent se réinventer et évoluer. Et ça en fait partie, justement, un peu cette révolution sur le compo. Donc, trop cool, trop bonne question, et je la poserai dès que je rechoppe un compositeur, ce sera l'occasion. Trop bien, Tiffany. Ok, super. T'en as d'autres comme ça ou pas? Parce que si t'as que des bonnes questions, je vais te laisser la place. Là, non, c'est bon, je suis un peu à court. Super. On va conclure ensemble cet épisode, et pour ça, je vais te laisser nous dire où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux, physiquement ou numériquement. Du coup, bah, je suis sur LinkedIn. Ouais. Et j'ai aussi un compte Vimeo où je poste mes démo reels et mes projets perso quand j'en sors. Trop bien. Et qui t'aimerais entendre sur des futurs épisodes? C'est des compositeurs ou d'autres artistes plus largement comme tu le sens, et des gens que tu connais ou tu connais pas. Est-ce que tu avais un nom ou des noms en tête? Ouais, j'ai un nom. Bah, du coup, c'est pas trop en compositing, mais ça m'intéresse aussi. Parce que du coup, durant mes cours, j'ai eu des cours de prévise et je savais pas du tout ce que c'était au départ. Et j'ai une super prof. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de la voir beaucoup pour des questions de logistique et de Covid, annulation, etc. de cours. Mais c'est Margot Durand-Duval, du coup, qui est prévise artiste. Ok, trop bien. Bah, merci pour la bonne idée. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu encore de prévis artiste, donc c'est une très bonne idée, Tiffany. Trop bien. Ok. Merci à toi pour ce moment, pour ce partage d'expérience. Et puis, je mettrai les liens pour tous ceux qui veulent aller suivre tes travaux et tes futurs posts sur Vimeo, entre autres, pour quand tu posteras des projets. Encore merci d'avoir bien voulu te prêter à l'exercice. Je sais que c'est pas facile et évident, et que surtout quand c'est la première fois, vous êtes un peu stressé, mais tu t'es très bien débrouillé. Bravo, Tiffany. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao. Salut. J'espère que vous avez passé un très bon moment dans cet épisode qui est un peu spécial autour de justement des étudiants et des juniors. Ça m'a fait énormément plaisir de leur donner la parole. Si ça vous a plu, ou si vous avez d'autres questions, ou si vous avez justement des retours, c'est l'occasion. N'hésitez pas à justement m'écrire, et je répondrai avec grand plaisir sur justement vos questionnements, ou d'autres formats que vous voulez voir un peu éclore. Si cet épisode vous a plu, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. C'est aussi comme ça que le podcast évolue et se fait connaître. Donc là-dessus, je compte sur vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, et à très très vite. Ciao.